Les émois d'une voix, saison 1, épisode 11. Les fantômes cruels de l'amour. Henri de Monterland, dans Les jeunes filles, écrivait: Voyez-vous, il n'y a qu'une façon d'aimer les femmes, c'est d'amour. Il n'y a qu'une façon de leur faire du bien, c'est de les prendre dans ses bras. Tout le reste, amitié, estime, sympathie intellectuelle, sans amour est un fantôme, et un fantôme cruel. Car ce sont les fantômes qui sont cruels. Avec les réalités, on peut toujours s'arranger. Il s'agit bien ici d'une histoire d'amour entre un homme et une femme. Non plutôt une histoire d'amour que beaucoup jugeraient à sens unique, où seule la femme semble éprise au-delà de toute raison, perdue dans une histoire d'amour qui se négocie précisément comme un arrangement. Concilier la réalité avec le rêve se vit ici telle une prouesse de style. Dans l'écriture, Laura, l'héroïne, tâche d'obtenir la réciprocité d'un amour, ou du moins d'empêcher de toutes ses ressources d'écrivain de le voir sombrer dans le non-amour. Et mieux encore, elle s'épuise à l'éveiller, le vivifier de manière subtilement intellectuelle. Aimer sans se le prouver n'aide pas à l'épanouissement de ce sentiment, si fort soit-il. La chasse aux fantômes constitue les 2/3 du récit. La confrontation avec la réalité se fera plus tard, dans un bonheur jamais total, dans la crainte de perdre et de ne pas être en correspondance au désir de l'autre. Au fur et à mesure que cette histoire d'amour se noue, elle se défait en même temps que le lien ainsi créé. Ambiguïté des êtres, ambiguïté des sentiments. Quand est-on sincère? Plus exactement, quand dit-on ce que l'on pense sans fioriture? Et précisément, la littérature n'est-elle pas le lieu de l'habillage des sentiments? Se taire ne serait-ce pas la meilleure façon de s'aimer? Où se situe la vérité de l'être et l'infime possibilité d'être entendu par l'autre, si ce n'est dans le silence bruissant d'un corps à corps amoureux? Manque le corps physique du désir, et s'il vient, ce ne sera que tardivement et presque accessoirement, dans une histoire d'amour qui se situerait, tout compte fait, ailleurs. Mais où puiser l'amour? Dans les mots pour se faire entendre, dans le néant qui soudain emplit tout l'espace de la relation, dans cette force d'y croire, plus forte peut-être que le sentiment lui-même à certains moments. L'aspect d'apparence déstructurée du récit et les personnages qui prennent alternativement la parole ne sont pas là pour brouiller l'histoire, mais tout au contraire pour la rendre proche des fragments de cette vie que nous vivons, morcelée, pleine de voix qui s'interpellent, s'interrompent, se répondent à nouveau pour se faire écho dans le soliloque. Personne ne dit vrai, personne ne ment, et chacun tente simplement d'exister. Personne n'a le beau rôle, personne le mauvais, chacun essaie de vivre avec son ressenti, qui ne correspond pas toujours au ressenti de l'autre. Pas de vainqueur, pas de vaincu.
de la souffrance toujours, à laquelle s'entremêle parfois la joie. Le fil conducteur du récit repose sur un amour réciproque, a priori impossible, qui aurait du mal à se concrétiser et dont la fin heureuse serait plus que problématique. Personne, ici non plus, n'est responsable de rien. Il ne s'agit pas d'incriminer quiconque, mais par la mise en présence de personnalités hors normes, d'appréhender l'une des facettes de la passion amoureuse dans un contexte sans doute plus difficile qu'à l'habitude. Mais l'habitude a-t-elle quelque chose à voir avec l'amour? Le choc amoureux, c'est avant tout la rencontre, pour ne pas dire l'affrontement de deux êtres semblables dans leurs différences. De là, sans aucun doute, est née la difficulté de s'entendre, au propre tout comme au figuré, et de s'accepter différents dans leur ressemblance. Qu'est-ce qui les attire? Elle vers lui, lui vers elle? L'image en miroir de deux reflets qui ont du mal à s'envisager et desquels, grâce à cette rencontre, naîtront leurs identités. Finalement, qui aime qui et pourquoi? L'écriture de l'une flatte l'autre tout en l'écorchant, et l'autre, dans le portrait de lui qu'elle esquisse tout au long de ses lignes, prend la pleine mesure de sa personne. Et l'amour s'articule et circule dans cette complémentarité qui sépare, puisque après fusion, elle construit deux êtres qui vont s'éloigner l'un de l'autre. Il s'agit d'un roman de l'attente, et le choix d'un style plutôt statique en répercute toute la portée. Tout ce qui s'y vit se vit au travers des sentiments, des réflexions ou des états d'âme de celle qui prend la parole. Une femme attend de l'autre la reconnaissance, peut-être davantage que de l'amour d'ailleurs. Elle attend l'autre comme une justification à sa propre existence. Est-ce bien là une des définitions de l'amour? La sienne, assurément. Elle n'en connaît à ce moment-là de sa vie aucune autre. Lui, de son côté, n'attend plus rien. Il a fini d'attendre. Plus exactement, il n'attend que le rien vers lequel nous retournerons tous. Ce rien revêt un sens, puisque là, précisément, quelqu'un l'attend peut-être aussi. Et déjà se profile la fin du roman. Quand l'un croit qu'aimer rime avec emprisonner, l'étouffement d'un bonheur cage doré ne lui laisse d'autre issue que la fuite, et l'autre se retrouve à son corps défendant, confronté à sa plus grande angoisse, celle de perdre l'aimé. À la seule pensée de cette perte de l'être cher font écho vide et néant, comme si à la saveur d'une vie emplie d'amour, l'on basculait vers son opposé, une vie fade et dépourvue d'élan. Autant de visages de femmes qui n'en forment qu'un, réclament l'amour de l'autre, faisant le don de soi pour l'obtenir. C'est dans une compréhension presque maternelle, fraternelle, amicale, et dans une détermination à aimer envers et contre tout, qu'elles trouvent la force de poursuivre, d'un sentiment tenace et profond, l'objet de leur désir. Mais où se situe le sujet de leur désir, si ce n'est en se voyant agir précisément dans cette quête d'amour?
C'est aussi le roman du désaveu amoureux, de cette impuissance à aimer et à être aimé. Les projections renvoient au désir d'épouser la vie, la cause et le corps de celui que l'on convoite. Et l'union des deux ne ferait qu'un, en quelque sorte. Lequel des deux, alors? Drame amoureux et drame avant tout de l'identité. Un homme qui aime les hommes peut-il aimer une femme? Une femme attirée par les hommes qui s'aiment entre eux peut-elle se risquer à en aimer un, à vouloir le garder dans sa vie et à défier toutes les conventions dans cet espace de l'amour et du sexe où tout existe, hormis des conventions? Et si, à force de parler d'amour, de le solliciter, on s'en éloignait pour de bon? Et si ce qui est évoqué ici n'existait pas vraiment? Et si aimer ne suffisait pas, la solution serait-elle ailleurs? Revendiquer l'amour n'est pas l'atteindre, loin s'en faut. Mais elle, Laura, Lille et tant d'autres, elles restent là, encombrées de ce fatras de sentiments qui les empêchent de vivre, mais qui les maintiennent debout, malgré tout. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas par effet de mode, encore moins une manière de se démarquer de la grisaille des relations. C'est un point, c'est tout. La difficulté d'une vraie rencontre réside ici dans le fait qu'elle ne réponde pas aux attentes de l'autre et que cette demande d'amour soit contre nature, paradoxalement. Que va-t-il rester de cet amour? Des mots et des mots. La victoire de l'amour réside dans les pages que l'on tourne et dans la somme de lettres, de mots, de phrases, de paragraphes et de chapitres. L'écriture crée la distance alors qu'elle est supposée la combler. La rencontre furtive de deux êtres, par hasard, de deux corps, n'est cependant pas assez intense pour souder. L'élégante distance de la relation a tué toute force d'une relation à vivre et à venir. Et la fin de l'histoire se profilait en son début dans ce désert d'intimité qui l'a caractérisé. Et l'île de se plaindre de son air évasif, des baisers furtifs qu'il lui accorde parce qu'il ne peut faire autrement, des au revoir en forme d'adieu, des demain tu verras, des lorsque je serai libre, des beaux 15 août en perspective. À trop vouloir l'étonner, je souhaiterais qu'à son tour il m'étonne. Je souhaite une nuit à ses côtés et je suis fatiguée d'inlassablement lui demander les mêmes choses, fatiguée qu'inlassablement il remette à demain ses décisions, le cœur meurtri aussi qu'il puisse me faire souffrir sans sourciller, sans souffrir à son tour. Oui, je souhaite une nuit à ses côtés, rien que l'espace de quelques heures pour lui dire combien sa présence me paraît importante. Pour lui dire que tu ne comprends pas qu'il soit complètement indifférent, si insensible à un certain pouvoir qui autrefois opérait sur d'autres. Ah, ces autres, j'ai oublié leur nom et jusqu'à leur visage, et par expérience, comme Yves, je sais que les êtres humains sont uniques, mais remplaçables. Je voudrais tant qu'il me prouve le contraire. Unique, il l'est plus que quiconque, mais irremplaçable, c'est à lui et à lui seul de savoir le devenir à mes yeux.